professeur d'histoire, encore un, bien enraciné en Lorraine. Il est auteur et journaliste, notamment au sein de la rédaction de la revue Éléments. Et il va intervenir sur Aristote au Mont-Saint-Michel. Comment la tradition grecque s'est transmise au Moyen-Âge sans point d'interrogation. C'est une petite coquille du graphiste, excusez-nous. Fabien Nisgoda. Merci de l'applaudir. Bien, chers amis, donc l'exemple que je vais traiter sera tiré de l'histoire et donc portera sur la manière dont la tradition et la pensée grecque ont été transmises au Moyen-Âge dans l'Europe chrétienne. Alors il y a évidemment un titre qui est associé, qui paraîtra énigmatique à certains, Aristote au Mont-Saint-Michel, mais qui évoquera pour d'autres le souvenir d'un livre paru il y a une dizaine d'années, qu'avait publié Sylvain Guggenheim, donc un médiéviste réputé, aux éditions du Seuil, donc sous le titre Aristote au Mont-Saint-Michel et le sous-titre Les racines grecques de l'Europe chrétienne. Alors ne cherchez pas ce livre, ou plus exactement, cherchez-le bien, car malgré sa parution relativement récente, il est indisponible en librairie. Vous le trouverez uniquement d'occasion, à des prix parfois prohibitifs, puisque le Seuil a décidé de ne plus le rééditer, ni dans la collection d'origine qui était l'Univers historique, collection prestigieuse, ni dans une collection de poche dans laquelle le sort d'un livre aussi bien diffusé à l'origine aurait été assez naturel. Alors comment expliquer ce voile pudique jeté donc par l'éditeur sur ce livre, par l'éditeur et non pas l'auteur, qui assume complètement sa thèse, à l'exception de quelques coquilles qu'il a bien sûr cherché à rectifier, et qu'il a d'ailleurs prolongé aujourd'hui dans la publication de La gloire des Grecs, qui paraît ce mois-ci aux éditions du Cerf, qui est consacré au rôle de l'Empire byzantin comme vecteur culturel dans l'Europe médiévale. Donc pourquoi ce voile pudique jeté par l'éditeur ? Tout simplement en raison d'une polémique qui a eu lieu quelques semaines après sa sortie, au printemps 2008. Alors, vous me direz, il est assez rare qu'on puisse lire, en ouvrant Télérama ou Libération, des tribunes ou des pétitions qui portent sur des controverses liées au parcours de tel ou tel manuscrit médiéval dans les abbayes bénédictines ou de tel ou tel lettré byzantin. Mais ce fut pourtant le cas donc, après la parution d'Aristote au Mont-Saint-Michel. Alors, pourtant, les premières recensions du livre dans la grande presse avaient été plutôt élogieuses. Je citerai uniquement un exemple, qui est l'article qu'avait signé Roger-Paul Droit, le philosophe Roger-Paul Droit, dans Le Monde des livres, qui évoquait au sujet du livre de Sylvain Guggenheim un livre précis, argumenté, fort courageux, et qui résumait assez bien sa thèse de cette manière. Contrairement à ce que l'on répète crescendo depuis les années 60, la culture européenne, dans son histoire et son développement, ne devrait pas grand-chose à l'islam, en tout cas rien d'essentiel. Voilà en effet le cœur du propos, qui déclencha bientôt un tir de barrage de la part de certains universitaires, parmi lesquels d'ailleurs on peut remarquer une présence assez limitée de médiévistes. D'ailleurs, Jacques Le Goff, lui-même médiéviste éminent et spécialiste de la vie intellectuelle au Moyen-Âge, prendra assez rapidement la défense de Sylvain Guggenheim et se dira outré par les attaques visant son collègue. Alors, les méthodes des détracteurs pour remplir les pétitions et aligner les signatures au bas des tribunes, c'est d'abord de pointer quelques approximations, ce qui est toujours facile à faire dans un texte universitaire rempli de références, mais à partir de ces approximations, d'en profiter pour disqualifier l'ensemble de la démonstration. Autre méthode, organiser des colloques à charge, dans lesquels, évidemment, on s'abstient d'inviter le principal intéressé. C'est également de rassembler le maximum de pétitionnaires, y compris des personnes qui n'ont pas lu le livre. La preuve en est que certains vont demander un service de presse quelques semaines après la signature d'une pétition, ou que parmi les signataires, on se rend compte que figurent certains universitaires étrangers ne maîtrisant pas la langue française. Voilà un peu les méthodes du terrorisme intellectuel qui s'était abattu sur Sylvain Guggenheim et qui avait d'ailleurs, dans la même foulée, cherché à atteindre quelques autres grands noms, dénoncés donc au nom d'une islamophobie savante qui pénétrerait le milieu intellectuel français. Donc à côté de Sylvain Guggenheim, autres cibles, Rémi Brague par exemple, le philosophe Rémi Brague, ou même à titre posthume Fernand Braudel, le grand historien Fernand Braudel, auteur en particulier d'une grammaire des civilisations qui évoquait aux oreilles des pétitionnaires certainement la thèse huntingtonienne du choc des civilisations. Alors je ne m'attarderai pas davantage d'ailleurs sur la polémique elle-même, je vais en venir évidemment au cœur même du propos et de la démonstration intéressante de Sylvain Guggenheim. La polémique elle-même peut être tout simplement résumée en un schéma bien connu, celui du chaudron percé
qu'a évoqué Freud dans plusieurs écrits. Vous connaissez peut-être cette anecdote, cette histoire de l'emprunteur d'un chaudron qui, se défendant d'avoir rendu un chaudron abîmé, utilise 3 arguments. Le premier, c'est d'avoir rendu un chaudron en parfait état, mais deuxièmement, de l'avoir emprunté dans un état déjà abîmé, et troisièmement, de n'avoir jamais emprunté le moindre chaudron. Donc c'est un peu la même chose qu'on retrouve parmi les attaques multiples qui visaient Sylvain Guggenheim. Premièrement, Sylvain Guggenheim ne ferait que répéter des évidences déjà bien connues de tous les spécialistes. Mais par ailleurs, il déformerait les faits. Donc, évidence ou mensonge, on ne sait déjà plus trop bien sur quel pied danser. Et puis enfin, de toute façon, fait ou pas fait, peu importe, puisque le cœur de ce que l'on reproche à Sylvain Guggenheim, c'est un fond idéologique qui serait présent dans sa thèse, à savoir la reprise de la théorie huntingtonienne, donc du choc des civilisations. Bon, en réalité, l'idéologie, elle est beaucoup plus présente chez les détracteurs de Sylvain Guggenheim, ne serait-ce que dans l'utilisation de ce concept d'islamophobie, non pas pour désigner une hostilité à l'encontre d'un groupe, mais bien pour stigmatiser, de la même manière que le faisait Roménie dès les années 80, pour stigmatiser l'absence de révérence à l'égard de la civilisation islamique, brillante, raffinée et indépassable. Alors venons-en donc au cœur du sujet, c'est-à-dire la thèse développée donc dans ce livre par Sylvain Guggenheim. Dès son introduction, d'ailleurs, Sylvain Guggenheim précise son objectif, c'est de, je le cite, « donner à un public aussi large que possible des éléments issus des travaux des spécialistes, souvent peu médiatisés ». Peut-être d'ailleurs est-ce le cœur de ce qu'on lui a reproché, cette volonté de vulgarisation et de sortir des cercles académiques pour un ouvrage de vulgarisation. Alors au fond, Aristote au Mont-Saint-Michel remet en cause une idée reçue. Cette idée reçue, c'est l'idée que le Haut Moyen-Âge aurait été un âge obscur, où la tradition culturelle de l'Antiquité se serait perdue et pour laquelle il aurait fallu attendre que l'Occident, à la traîne, soit réensemencé par un islam des Lumières. Alors évidemment, derrière cette idée reçue, il y a forcément un fond de réalité. Par exemple, l'existence indéniable d'échanges culturels entre les rives de la Méditerranée, entre la civilisation islamique et la civilisation ou les civilisations européennes du nord de la Méditerranée. Et par exemple, l'élément intellectuel indiscutable également qu'a constitué le commentaire, le travail fait par les ordres mendiants au XIIe siècle, enfin plutôt au XIIIe siècle, à partir des commentaires d'Aristote faits par des savants arabes comme Avicenne ou Averroès, donc au siècle précédent, XIe et XIIe siècle. Donc il y a certes un noyau d'exactitude, mais autour de ce noyau s'était développée une vulgate caricaturale qui avait en particulier cristallisé un livre à partir des années 60, qui était Le soleil d'Allah brille sur l'Occident, à la Sonne über dem Abendland, donc en version originale, mais ce livre avait été donc à partir de 1960 traduit et largement réédité. Ouvrage donc rédigé par Sigrid Unke, qui était une islamologue passée par l'Institut nazi de Lannenerbe et par la même nourrie d'une haine du judéo-christianisme qu'elle étendait de façon intellectuellement peu satisfaisante à l'ensemble de la civilisation médiévale. Alors même si la thèse en elle-même de Sigrid Unke, après avoir beaucoup été donc réutilisée et rééditée, a un peu perdu de sa popularité, il en reste néanmoins d'importantes traces donc de cette survalorisation d'un islam brillant et raffiné, opposé à un Occident médiéval rustre et arriéré. Il en subsiste donc beaucoup de traces dans les manuels scolaires. Par exemple, un épisode qu'on peut retrouver dans la quasi-totalité des manuels de 5e, où est présent donc à la fois la période du Moyen-Âge et la période des débuts de l'islam, c'est un témoignage d'un noble syrien du XIIe siècle, le prince Oussama ibn Munkid, un témoignage qui a été beaucoup popularisé par Amin Malouf dans son livre Les croisades vues par les Arabes. Alors, l'anecdote est assez intéressante et on voit très bien pourquoi elle peut être présente dans un livre de 5e par son côté parlant. Vous la connaissez certainement, c'est l'histoire d'un chevalier franc, un chevalier croisé, qui est blessé, qui a, enfin plus exactement un abcès à la jambe. Et le prince Oussama donc se propose de lui appliquer un cataplasme. La blessure s'améliore, mais arrive là-dessus un médecin franc, un médecin occidental, qui juge la jambe condamnée, qui demande au chevalier s'il préfère perdre la jambe ou la vie. Le chevalier, préférant survivre, se voit amputé d'un coup de hache et meurt sur le coup. Donc on a là un épisode frappant qui marque les esprits des élèves. Le problème, c'est que, encore faudrait-il que les élèves ne lisent pas d'eux-mêmes le livre sans commentaire du professeur, et que le professeur ait la possibilité de préciser que ce texte donc, du prince Oussama est en fait un texte de propagande destiné à dévaloriser les Francs dans le contexte évidemment conflictuel des croisades, et d'autre part que les recherches historiques sur la médecine franque montrent qu'on est très loin de ces méthodes caricaturales.
Donc, c'est un exemple de cliché parmi d'autres que Guggenheim cherche, avec d'autres, après d'autres, à remettre en cause, puisqu'en fait, cette image d'arriération qui colle au Moyen-Âge, et même en grande partie au Moyen-Âge central, tient très largement du cliché. En réalité, l'Occident n'a jamais cessé de puiser à la source grecque. Alors évidemment, il y a des éléments de discontinuité. En particulier, après Boès, donc philosophe du début du VIe siècle, l'Occident connaît une perte essentielle qui est la perte du bilinguisme. Le bilinguisme latin-grec, qui était celui des élites de l'Empire romain. Donc à partir de la perte de ce bilinguisme, l'Occident est dans l'incapacité d'accéder directement au texte grec. Le problème étant évidemment qu'à l'époque de l'Empire romain, on n'avait pas jugé utile, et pour cause, de traduire en latin les textes grecs que toutes les personnes cultivées étaient capables de lire directement dans le texte. Donc on a cette rupture de continuité linguistique. Cependant, se focaliser uniquement sur cet aspect-là de l'histoire occidentale passe par pertes et profits le formidable conservatoire de la culture grecque qu'a représenté pendant des siècles l'Empire byzantin, qui lui n'a pas connu cette rupture linguistique, au contraire, et qui a donc été un vecteur de conservation et de transmission des textes grecs. Mais en Occident même, il faut remarquer que les lettrés ne cessèrent jamais de chercher à renouer avec la culture grecque. Pour des raisons assez simples, liées au fait évidemment que les lettrés en question appartenaient à l'Église et qu'ils avaient besoin d'un minimum d'intérêt pour le grec, étant donné que les évangiles étaient rédigés à l'origine en grec. On a là une représentation médiévale des évangélistes Luc et Jean, représentés à la manière de philosophes. La culture grecque était nécessaire également pour aborder la littérature patristique des pères de l'Église, qui utilisaient abondamment des concepts logiques de la pensée grecque, la substance, le logos, etc. Donc il y a cette continuité qui subsiste malgré tout au Moyen-Âge. Alors certes, une partie assez importante, et même très importante, de l'héritage grec ne sera transmise par Byzance qu'au XVe siècle. C'est le cas en particulier d'Homère, du texte même d'Homère, d'Épicure ou de ce qui en sera transmis, des textes théâtraux. Donc tout ça, Byzance ne le lèguera en fait qu'au XVe siècle, au moment du concile œcuménique de Florence, qui cherchera à réunifier les églises d'Orient et d'Occident, au moment du passage du sage de Mystra, Gémiste Pléton, en Italie. Donc tout cela est effectivement assez tardif, mais il y en a des prémices dès les premiers siècles du Moyen-Âge, puisque des orientaux apportent leur culture et leurs compétences linguistiques en Europe de l'Ouest dès les premiers siècles donc, du Moyen-Âge. Ce sont pour l'essentiel, dirions-nous aujourd'hui, des réfugiés qui fuient notamment des persécutions liées à l'iconoclasme impérial qui sévit par moments dans l'Empire byzantin, mais qui fuient aussi tout simplement la conquête arabe. Ce qui pousse Sylvain Guggenheim à affirmer la phrase suivante: « Paradoxalement, l'islam a d'abord transmis la culture grecque à l'Occident en provoquant l'exil de ceux qui refusaient sa domination. » Alors par la suite, après ces éléments qui montrent donc une certaine continuité, on a beaucoup accordé d'intérêt à un épisode particulier, qui est la traduction qui a eu lieu en Espagne, donc ce qu'on appelle la filière espagnole, autour de l'école de Tolède. Alors un intérêt tout à fait légitime et justifié, puisque à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle, un personnage comme Gérard de Crémone va se rendre à Tolède, après la Reconquista d'ailleurs, précisons bien, après la reconquête par le roi de Castille, va se rendre à Tolède pour traduire à la fois des textes d'Aristote et des commentaires donc faits par Aristote, faits autour de l'œuvre d'Aristote par Averroès en particulier. Mais dans la foulée, d'autres textes vont être à ce moment-là transmis à la connaissance de l'Occident, Ptolémée, Archimède, Euclide, etc. Donc tout cela est réel, et c'est donc un aspect sur lequel on insiste beaucoup quand on est dans l'idée de la dette contractée par l'Occident à l'égard de l'islam dans cette question de la transmission de la pensée grecque. Mais le problème de cette focalisation sur la filière espagnole, c'est que l'on néglige d'autres foyers essentiels de traduction et de transmission, pourtant antérieurs à ce milieu du XIIe siècle. Par exemple, l'existence d'une école de traduction autour des chrétiens d'Antioche au moment de la première croisade, donc la première croisade, fin du XIe siècle. Autre exemple important, le scriptorium du Mont-Saint-Michel, donc dirigé dans la seconde moitié du XIIe siècle par Robert de Torigny, où seront recopiés et diffusés énormément de traductions d'Aristote, liées à un personnage mal connu et pourtant essentiel, qui est Jacques de Venise, qui est mentionné sur ce manuscrit comme ayant donc été à l'origine de nombreuses traductions, même si il semblerait qu'il n'ait lui-même jamais été présent au Mont-Saint-Michel, mais c'est autour de ce personnage
que se justifie le titre du livre de Sylvain Guggenheim. Donc Jacques de Venise, dès la première moitié du XIIe siècle, traduisit en latin énormément d'œuvres d'Aristote, jusque-là indisponibles. Mais au-delà de ces différents éléments, qui sont des éléments d'une certaine manière d'érudition qu'on peut ajouter pour montrer et pour nuancer donc l'affirmation caricaturale d'une dette exclusivement liée à une transmission dans le monde musulman, le problème lié à cette idée d'un intermédiaire arabo-musulman fait l'objet d'une certaine confusion. Alors certes, hors de question de nier cela, le Proche-Orient a été un théâtre essentiel de cette transmission. Mais ce fut davantage en fait l'œuvre de syriaques que d'arabes, puisque la traduction en question, partant du grec vers l'arabe, s'est faite par l'intermédiaire de la langue syriaque. Donc il a fallu d'abord traduire du grec vers le syriaque, puis du syriaque vers l'arabe. Et ça, c'est en fait des syriaques et non des arabes qui en étaient capables. Et ces érudits, d'autre part, étaient pour l'essentiel des érudits chrétiens. Dans certains cas, des juifs, mais assez rarement des musulmans. Donc il y a déjà un problème de simplification quand on parle d'intermédiaires arabo-musulmans. C'est certes dans le monde musulman, mais quand on regarde sociologiquement, d'une certaine manière, les acteurs essentiels, on a une toute autre idée. Mais c'est sous un autre angle que cette idée d'un intermédiaire arabo-musulman pose problème. Puisque si la culture islamique a elle-même puisé des connaissances à la source grecque, elle a toujours utilisé pour cela une sorte de crible, un filtre. C'est-à-dire qu'elle a voulu retenir, et même dans certains cas approfondir, des éléments qui avaient pour elle une forte valeur utilitaire. Alors les mathématiques, de façon indéniable, la médecine, même si là encore il faut montrer la place des Arabes chrétiens au sein du développement de la médecine arabe, l'astronomie par ailleurs, qui pouvait être utile par exemple pour fixer le début du mois de Ramadan. Mais en dehors de ces éléments à forte valeur utilitaire, d'autres étaient largement tenus à distance. Par exemple, la littérature et la poésie grecque, dans le monde arabe, n'ont pas suscité d'intérêt, tout simplement parce que la langue arabe était elle-même jugée en tant que langue de la révélation insurpassable. Donc l'intérêt purement littéraire pour les textes grecs était de cette manière amoindri. D'autre part, les éléments philosophiques qui étaient les moins compatibles avec la religion musulmane étaient totalement laissés de côté, ce qui fait tenir la phrase suivante à Sylvain Guggenheim, hein, « On retint en général de l'héritage grec, ce qui ne venait pas contredire l'enseignement coranique ». Et ce qui l'illustre bien, c'est que ceux qui pratiquaient au sein du monde musulman l'étude de ce qu'on a transposé sous le nom de falsafa, donc la philosophie grecque, donc Al-Farabi au Xe siècle, Avicenne au XIe siècle, Averroès au XIIe siècle, tous ces personnages l'ont fait systématiquement dans un cadre marginal. Le dernier cas que j'ai cité, Averroès par exemple, est accusé d'hérésie à la fin de sa vie, et on ne le redécouvre au sein du monde musulman qu'au XIXe siècle seulement. Donc ces personnages très intéressants et passionnés par leur sujet sont en fait complètement marginaux dans leur milieu. Il n'y a rien de comparable entre ces personnages et ce que sera l'université européenne au XIIIe siècle. Quand l'Europe va s'emparer des textes grecs, elle va le faire au cœur même de sa vie intellectuelle, pas de manière marginale. Et en fait, l'hellénisation du monde musulman, contrairement à celle du monde occidental, est restée assez superficielle, tout simplement parce que le monde musulman n'avait aucune raison de se chercher des racines en dehors du Coran lui-même. Un exemple significatif, c'est l'absence totale de traduction de la politique d'Aristote dans la langue arabe, alors qu'à partir de la fin du XIIIe siècle, ce texte, une fois redécouvert et traduit en latin, va susciter toute une réflexion politique dans les communes italiennes, autour des légistes de Philippe le Bel, etc. Rien de comparable dans le monde musulman. Et en fait, une des leçons essentielles à retenir de cette affaire, c'est le regard à peu près constant qu'a porté l'Europe médiévale sur la pensée grecque, qu'elle a en réalité toujours considérée comme une des racines de sa propre civilisation. Et pour s'en convaincre, il suffit d'observer les différentes renaissances qui rythmèrent le Moyen-Âge. Dès le XIXe siècle, on commence à envisager le concept de renaissance médiévale, au pluriel, terme d'ailleurs qui n'est pas utilisé bien sûr au Moyen-Âge même, on utilise plutôt le terme de rénovatio, ce qui entraîne moins l'idée d'ailleurs de rupture après une période d'obscurité, c'est plutôt donc une rénovation, un renouveau qu'une complète renaissance. Donc les étapes de ces renaissances médiévales furent d'une part la renaissance carolingienne, avec des personnages comme Alcuin et Ginard, alors qui s'intéressèrent surtout évidemment à la culture latine, qui permirent surtout la transmission de cette culture à travers une organisation scolaire, à travers une standardisation de l'écriture et avec la minuscule caroline. Mais autour de ce noyau latin, on trouve des personnages comme Jean Scott Érigène qui renouent avec une forme de bilinguisme latin-grec et qui vont s'intéresser au texte grec et pas uniquement au texte des pères de l'Église, mais qui cherchent également
à renouer avec la connaissance des mythes antiques. Après la phase de la Renaissance carolingienne, on a une sorte de continuité avec ce qu'on appelle la Renaissance ottonienne, autour de l'an 1000, et autour en particulier donc, du personnage d'Othon III, l'empereur de l'an 1000, qui, à la suite de ses prédécesseurs, voulut ancrer en Occident une rénovation imperii, c'est-à-dire une rénovation de l'Empire en miroir avec l'Empire byzantin, et qui, pour cela, se chercha de façon indéniable une légitimité chez les Grecs. Othon III lui-même, d'ailleurs, était fils d'une princesse byzantine, et il écrivit à son ami et précepteur Gerbert d'Aurillac, le futur pape Sylvestre II, les mots significatifs suivants dans une lettre. Donc je cite Othon III. « Nous voulons que vous révéliez la finesse hellénique qui est en nous, car s'il est un homme capable de l'éveiller, il trouvera en nous une étincelle du génie qui brille en Grèce. Aussi, nous vous prions humblement de bien vouloir approcher de notre modeste foyer la flamme de votre intelligence et de cultiver en nous le vivace génie des Grecs. » Après cet épisode, on a une troisième renaissance médiévale qu'on appelle communément la Renaissance du XIIe siècle, donc qui nous ramène à des personnages que j'ai déjà cités comme Gérard de Crémone, comme Jacques de Venise, mais d'autres également, Bernard de Chartres ou Jean de Salisbury. Et ce que montrent indiscutablement ces différentes étapes de la vie intellectuelle médiévale, c'est que la pensée grecque antique était une référence essentielle pour les clercs du Moyen-Âge. Et surtout qu'ils cherchèrent activement à renouer avec elle. Et pour puiser à cette source, tous les vecteurs étaient utiles, donc y compris le fait d'aller chercher auprès des traductions arabes des éléments supplémentaires pour compléter la connaissance. Mais il ne faut surtout pas se méprendre sur le sens que l'on donne, dans ce cas précis, à l'idée de la transmission, ou pire encore, à l'idée d'une dette contractée par l'Europe. Car, Sylvain Guggenheim le résume très bien en une phrase, l'Europe a pris connaissance des textes grecs parce qu'elle les a recherchés, non parce qu'on les lui a apportés. Et cette démarche est très bien illustrée par une citation justement célèbre et très juste que j'utiliserai en conclusion, une citation de Bernard de Chartres, un humaniste donc du début du XIIe siècle, spécialiste de Platon et d'Aristote, qui est rapporté dans un des textes emblématiques de cette Renaissance du XIIe siècle, qui est le Métallogicon de Jean de Salisbury. Donc je vous cite en conclusion ces propos. « Dicebat Bernardus carnotensis nos esse » donc Bernard de Chartres disait que nous sommes « quasi nanos gigantium humeris incidentes » comme des nains assis sur les épaules de géants. « Ut possimus plura eis et remotiora videre » de sorte que nous pouvons voir davantage qu'eux et plus loin qu'eux. Non utique proprii visus acumine, non certes à cause de l'acuité de notre propre vue, aut eminentia corporis, ou de la hauteur de notre corps. Sed quia in altum subveimur, mais parce que nous sommes soulevés en hauteur, et extolimur magnitudine gigantea, et élevés à une hauteur gigantesque. Je vous remercie. Merci beaucoup Fabien Nisgoda pour cet exposé très fourni et très bien illustré.